Bienvenue à tous, bon retour dans les déraillés, épisode post Paris-Roubaix. On va se retrouver donc pour faire un petit état des lieux de ce qui s'est passé ce week-end. Beaucoup de choses à raconter sur la course homme, sur la course femme, les leçons qu'on peut en tirer, sur le cyclisme aussi de manière générale. Euh, Clément, je te demande déjà comment ça va, mais comme on s'est vu il y a moins de 24 heures pour le Paris-Roubaix, je pense que ça va plutôt pas mal. Bah, on s'était dit lors du dernier podcast qu'on serait très heureux en cas de victoire de Wout van Aert. Donc voilà ta réponse. C'est vrai, c'est vrai. Donc on rentre dans le vif du sujet. On a une victoire de Wout van Aert chez la course homme. Course homme qui a commencé très très tôt avec une course assez décousue puisqu'on a eu un vent de dos pendant la quasi-totalité de la course. On a eu donc l'équipe UAE qui a mis un rythme très très intense puisqu'on était à 54 de moyenne sur le premier tiers de la course, on va dire. 51 jusqu'à la moitié. Voilà, très très gros rythme. Beaucoup de choses à dire aussi. On a eu deux changements de vélo pour Tadej Pogacar avec premier changement de vélo très compliqué, c'était une crevaison et Shimano qui sauve à la limite la mise compte tenu de ce qui s'est passé à ce moment-là. On a eu aussi une terrible crevaison pour Mathieu Van Der Poel à 2 minutes à la sortie de la Trouée d'Arambert qui a réussi à remonter au fur et à mesure. Donc il paraissait limite être le plus fort hein, sur cette course-là, on en reparlera juste après. On a une course complètement décousue par la suite avec plein de groupes différents, avec bien sûr un mano à mano dans le final. Et une victoire effectivement du revenant Wout van Aert devant Tadej Pogacar au sprint et Jasper Stuyven qui complète le podium. Ouais, donc comme tu l'as dit, on a eu une course très très engagée, très mouvementée, bien avant ce qu'on attendait. On avait aussi prédit ça que ça allait être une course où ça allait rouler très fort très tôt. Bon, en même temps, c'était pas un gros pari de dire ça. Mais ouais, l'équipe UAE a mis un beau rythme à 150 km de l'arrivée, jusqu'à arriver à cette crevaison, j'allais dire chute, mais non, une crevaison de Tadej Pogacar, qui oui, a dû changer de vélo, prendre le vélo de la voiture Shimano, qui a probablement gaspillé quand même pas mal d'énergie pour revenir. Peut-être qu'il aurait eu moins de difficultés à rentrer s'il avait gardé ses coéquipiers en forme, mais après, je pense que la stratégie de base c'était de faire exploser tout le monde. Euh, et en gros, ça a donné qu'ensuite, l'équipe Alpecin elle a un peu hésité entre rouler fort pour ne pas laisser rouler Pogacar et puis le laisser rentrer parce que je pense que leur stratégie de base n'était pas non plus de se mettre à rouler aussitôt dans la course. Mais ce qui a fait qu'on est arrivé sur la Trouée d'Arambert avec une très très grosse partie du peloton déjà écrémée. Donc ouais, on a une course magnifique. En plus, oui, comme tu dis, il y avait beaucoup de vent. Une vent de dos pour une grosse partie de la course, mais un vent de côté sur certains secteurs pavés, dont Mont-Saint-Pével et le carrefour de l'Arbre. Donc c'était une course magnifique. Peut-être, j'en avais parlé lors de Milan-San Remo, que j'avais dit c'était peut-être dans la dramaturgie l'un des plus beaux Milan-San Remo de ces dernières années. Pour Paris-Roubaix, je ne dis pas peut-être, c'est quasiment sûr que on a vécu l'un des plus beaux Paris-Roubaix du XXIe siècle. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Alors en plus, je vais rajouter un petit rappel. On a eu Tadej Pogacar effectivement qui a changé et qui a roulé sur un vélo Shimano. Dans la continuité des problèmes techniques, on va dire, c'est aussi le complet loupé de Alpecin de Konak qui, au moment où Van Der Poel crève, a encore la possibilité de le faire sortir largement dans les cordes pour qu'il soit dans la course. Et ils se sont quand même dit à ce moment-là, c'est peut-être la course où on va tester un matériel chez Jasper Jasper Philipsen. Philipsen, donc c'est-à-dire des nouvelles pédales avec une nouvelle méthode de clips. Et forcément, on va le faire sur le deuxième cas qui peut remporter Paris-Roubaix dans notre équipe. En plus, effectivement, chez UAE, on a eu une chute de Florian Vermeersch aussi dans la trouée qui a pas du tout effectivement aidé les plans de Tadej Pogacar. Donc au final, pour une fois,
on peut dire tout est allé dans le sens de la Visma et notamment de Wout van Aert, puisque Wout van Aert fait 1, Christophe Laporte fait 5. Fait 5, on ne sait pas ce qui serait venu si Jasper Stuyven n'était pas sorti d'ailleurs. Encore une fois, Jasper Stuyven a un super euh, feeling de la course, généralement dans les finales assez sous tension comme ça, il a toujours un peu un flair. Donc là, félicitations à lui d'aller chercher ce podium. Mats Pedersen aussi qui fait le travail pour essayer de revenir sur Stuyven, mais peut-être encore un peu juste suite à sa préparation complètement tronquée hein, en début de saison. Donc quand même belle reprise pour le Danois. On retrouve aussi, on n'en parle pas, mais de Tim Van Dijk, de la Red Bull pour Hansgrohe, euh, qu'on n'attendait peut-être pas à ce niveau-là tout de suite, même si on connaît les critères du garçon. Mais d'ailleurs, peut-être Red Bull Borangsgreux qui peut être un peu frustré puisqu'on avait Laurent Pitty dans le groupe. Alors, il explose complètement derrière, hein. J'étais en train de regarder le classement, il finit à 7 minutes. Mais il y avait peut-être un peu mieux à jouer pour la Red Bull Borangsgreux, mais au final, on fait quand même 6. Et puis après, tu as quand même Niels Pollitt qui règle Mike Tennyson pour la 9e place. Mike Tennyson qui est quand même assez rapide. Il règle aussi Max Walscheid, Gianni Vermeersch et plein d'autres. Et on a quand même Anthony Turgis qui finit 14e, alors qu'à un moment, Anthony Turgis était bien parti pour rouler quand même pour une place dans le top 10. Donc il est à sa place, c'est un peu décevant au final sa fin de course, mais enfin, ça lui tenait pas à lui pour le coup. Donc voilà, effectivement, je suis d'accord avec toi pour dire qu'on est sur un des plus beaux Paris-Roubaix. Donc en plus, on a effectivement une fin idéale hein, pour Wout van Aert. 10 ans après Matthew Hayman, il fallait quelque chose d'assez glorieux pour topper ça. On en parlait l'autre jour. Euh, je sais pas ce que t'en penses parce que j'ai eu des discussions avec différents partis, des connaissances, etc. depuis ce matin. Il y en a qui se réjouissaient de la victoire de Van Aert et il y en a avec qui j'avais un petit peu plus de mal, qui se réjouissaient de la victoire de Van Aert et qui étaient contents que Tadej Pogacar perde. Euh, Si tu veux bien, je vais juste faire un petit aparté sur ça de 20 secondes. Euh, j'ai du mal avec ce sentiment-là. Pourquoi? Alors, parce que je trouve que la victoire de Wout van Aert, elle est géniale. Parce que c'est un gars qui mérite. Il a eu des galères, comme on le dit souvent dans le podcast, depuis 2 ans et demi. C'est un gars aussi qui a été hyper altruiste. Donc c'est quelque chose de génial pour le vélo. Enfin, c'est quelque chose qui récompense la mentalité du cyclisme. Euh, Elle est d'autant plus belle parce que il bat Tadej Pogacar. Peu importe effectivement qu'il y en ait un qui soit passé quasiment à travers les mailles du filet, mais mis à part une crevaison pour Wout van Aert, euh, sa course a été assez calme par rapport à celle de Tadej. Et Tadej dit qu'il fait un sprint avec des spaghettis à la place des jambes. Donc je pense que il y a eu plein de circonstances qui l'ont aidé à gagner, mais il gagne quand même à la pédale contre Tadej Pogacar. En étant en plus plus malin dans les zones à risque et dans les zones à rouler ou à ne pas rouler. Là où j'ai beaucoup de mal, c'est avec les gens qui vont être contents que Tadej Pogacar ait perdu parce qu'il faut partager les victoires. Euh, j'ai du mal avec ça et je pense qu'on sera assez d'accord pour 2 raisons. Déjà, pour qu'un vainqueur soit beau, il faut qu'il batte d'autres adversaires. Mm. Et plus la victoire est belle, plus c'est pas parce que le parcours il change. Le parcours du Paris-Roubaix il est le même depuis un moment. Donc c'est par rapport à qui tu gagnes. D'accord? Par rapport à qui tu bats, ta victoire est plus ou moins belle. Donc on peut remercier limite Tadej Pogacar d'être présent parce qu'il est champion du monde et qu'il va quand même sur le Tour de France pour le gagner. C'est pas les mêmes préparations que Mathieu Van Der Poel ou Wout van Aert. Donc merci à lui déjà sur ça, parce que sinon ça fait quand même, avant Tadej Pogacar, je me demande si ça faisait pas plus de 25 ans qu'on n'avait pas eu de coureur vainqueur de grand tour sur le Paris-Roubaix. D'accord? Et au-delà de ça, mon dernier point sur le fait de souhaiter la perte de Tadej Pogacar face à Wout van Aert, on était à 2 doigts quand même de connaître quelque chose d'exceptionnel cette année, puisque s'il gagne Paris-Roubaix, on est d'accord, toi et moi, pour dire qu'il gagne Liège-Bastogne-Liège et Lombardie, et ça fait les 5 monuments en une saison. Il pourrait plier sa valise et partir en retraite, personne ne dirait rien, et de toute façon, dans 15 ans, on s'en fichera de savoir combien de courses il a gagné d'affilée et que c'était chiant pour le spectacle, on aura connu le meilleur coureur de l'histoire. Donc, moi, je veux bien effectivement qu'on soit super content pour Van Aert, et c'est normal, mais par contre, je n'accepte pas qu'on souhaite la défaite de Pogacar parce que c'est un vent de fraîcheur
pour le cyclisme, que si on est si content que d'autres gagnent, c'est parce que justement lui il est là, et qu'en plus il est sur le point à chaque fois de faire quelque chose d'historique, et qu'on n'est pas convaincu que l'année prochaine il puisse regagner Milan-San Remo, Tour des Flandres et Paris-Roubaix d'affilée, même si les deux autres classiques lui semblent acquises, c'est quand même les trois premières qui sont le plus dures pour lui à gagner. Ouais, pareil. Alors moi, de toute façon, tu me connais, hein, je suis un très grand fan de Tadej Pogacar, donc évidemment que je ne souhaitais pas sa défaite. Je suis aussi un très grand fan de Wout van Aert, donc. Mais c'est vrai qu'au final, alors nous, on était sur le secteur de Mont-Saint-Pével, et on n'avait pas une connexion super, c'est-à-dire qu'au moment où le sprint s'est joué, on n'était pas forcément, je sais pas toi, mais moi, j'étais pas scotché face à mon écran. Hum, hum. Toi non plus, je pense que tu conduisais à ce moment-là. Non, j'étais scotché, j'étais pas encore parti. Ah ok. Moi, j'arrivais pas à me connecter justement. Mais oui, quand j'ai su que c'était Wout van Aert qui avait gagné, j'ai quand même eu ce petit pincement au cœur parce que oui, justement, je voulais un peu cette saison historique de Tadej Pogacar. Et sur Hum, le coup, je me suis dit, ah bah pour le coup, je supportais plus Tadej Pogacar. Puis finalement, je suis arrivé chez moi, j'ai revu le résumé de la course, j'ai vu les vidéos de Wout van Aert à l'arrivée s'effondrer en pleurs. Mathieu Van Der Poel qui vient le féliciter. Et en fait, je me rends compte que non, je préférais quand même une victoire de Wout van Aert pour tout ce que hum. ça raconte. Comme ce qu'on a dit, il a vécu tellement de galères dans sa carrière. On s'est dit, c'est pas possible qu'un tel coureur ne finisse sa carrière qu'avec un seul monument. Il en a deux et celui qui voulait en plus le plus gagner. J'aurais quand même été très content d'une victoire de Pogacar. Mais je trouve que c'est tellement historique cette manière de gagner, cette manière de revenir pour Wout van Aert. Hum, Euh, que oui, je le répète, c'est l'un des plus beaux Paris-Roubaix de l'histoire. Et pour avoir un beau Paris-Roubaix, il faut de très grands champions. Et je pense on a eu trois fantastiques, parce que Van Aert, pour moi, est toujours un fantastique. Pogacar qui fait une très grande course avec sa crevaison à 120 km, qui doit revenir, qui finit avec Van Aert. Et puis le numéro exceptionnel de Mathieu Van Der Poel pendant 90 km presque. C'est exceptionnel. Ouais, tu m'emmènes sur Van Der Poel. Je veux quand même rappeler sur quelque chose aussi que j'ai pas énoncé sur le cas Tadej Pogacar. Ce qui m'a aussi un peu frustré dans ce genre de discours que tu peux voir en ligne ou que tu peux voir, enfin, avoir avec d'autres personnes, c'est le fait que c'est génial qu'ils perdent parce que c'est une bonne image pour le cyclisme. Je suis pas d'accord parce que, bah, en fait, le meilleur doit gagner. En fait, il s'entraîne assez dur toute l'année pour se dire, bah, qu'il a pas besoin de laisser des victoires, déjà de une. Et c'est surtout le sous-entendu qu'il y a en dessous qui m'énerve. Je pense que toi et moi, on se comprend très bien quand on parle du sous-entendu que Tadej Pogacar domine trop. Euh, Jusqu'à présent, il n'y a aucun soupçon qui est avéré. Et au-delà de ça, enfin, moi, je serais très content qu'il puisse avoir ces victoires-là qui comptent pour lui. C'est un garçon qui est génial. Et étrangement, moi, j'ai pas entendu beaucoup de sons enfin, beaucoup de sons de la même manière quand Paul Sexas a gagné les quatre maillots distinctifs sur le Tour du Pays Basque à 19 ans. Tu vois. Et encore une fois, je veux pas qu'on jette la pierre à quelqu'un d'autre. Je veux pas enlever le sujet de Tadej Pogacar et le jeter sur quelqu'un d'autre, surtout un gamin de 19 ans. Je dis juste que c'est trop facile d'espérer le fait que quelqu'un perde une course juste parce que effectivement on veut que ça change. Alors que justement, comme tu dis, la victoire de Van Aert, elle est d'autant plus belle parce qu'il bat Tadej Pogacar sur un moment de renaissance pour lui. Mais, Donc s'il avait gagné face à Van Der Poel, on aurait dit la même chose. Mais par contre, s'il gagne, que les deux ils sont hors course et qu'il gagne face à Stuyven, on va dire que bah, c'est pas volé, mais que c'est un peu volé par rapport aux deux autres monstres. Donc ça c'est pour clôturer sur le, le point Tadej Pogacar. En face, effectivement, on a une course monstrueuse de Van Der Poel qui a quasiment bouché 2 minutes en tractant tout le monde, même si enfin, on l'a aidé à prendre des relais, mais quand même, gros travail à lui. Ils sont revenus à un moment à une vingtaine de secondes, une quinzaine de secondes, et puis c'est reparti de l'avant derrière. Ils finissent à une mort à une quinzaine de secondes, même si on compte pas le dernier kilomètre qui est quasiment à l'arrêt pour les deux premiers. Van Der Poel, pour moi, je sais pas, enfin, rapidement, puisqu'après il faut qu'on avance sur les filles, mais Van Der Poel, pour moi, me paraissait clairement le plus fort sur cette course. oui, bon, en tout cas, il a été monstrueux. Est-ce qu'un Pogacar qui n'aurait pas aussi gaspillé des forces, est-ce qu'il Mm. nous aurait pas aussi montré une démonstration exceptionnelle? Mais oui, donc déjà, Van Der Poel très fort, ça c'est sûr. Mais c'est la force mentale du bonhomme qui m'a Mm. impressionné. Parce que dans la trouée, comme on l'a dit, il crève une première fois, il change de vélo, qu'il ne peut pas caler parce que, comme tu l'as dit, erreur
assez stupide de la part de D'Alpecin. l'équipe Alpecin. D'ailleurs, le directeur sportif l'a dit lui-même, hein, que c'était une bêtise de faire ça. Euh, donc il finit la trouée avec 2 minutes de retard. Et quand Tibor Del Grosso lui a passé sa roue, il savait qu'il allait crever plus tard parce que Tibor Del Grosso avait vu que la roue était fissurée et que ça allait pas tenir longtemps. Donc il s'est passé tellement de choses pour Van Der Poel et il l'a dit lui-même après la course, il savait que la course était finie à ce moment-là pour lui, qu'il y avait 2 minutes de retard et qu'il ne reviendrait pas et que même s'il revenait, c'était mort. Mais malgré ça, il a roulé à bloc, il a quasiment pas compté les coups de pédale, enfin il a pas compté les coups de pédale, il a demandé très peu de relais, hein, à part quand il s'est retrouvé en groupe avec Pipo Ganna, qui lui a filé un petit coup de main, mais je pense que Ganna aussi était au bord de la rupture. Euh, Et surtout qu'il cette, explose derrière. Pour le coup, puis c'est Pogana, il ça, fait 25e. c'est ça, donc cette force mentale de Van Der Poel de revenir aussi proche et de sachant que la course est probablement perdue, même lui il le dit qu'il savait que c'était perdu à ce moment-là, de quand même tout donner et d'aller jusqu'au bout. Euh, Ça montre que le champion qu'il est, le coureur exceptionnel qu'il est. Et puis dans le duel qu'on le connaît depuis des années face à Wout van Aert et depuis quelques années face à Tadej Pogacar, c'est peut-être le coureur pour qui j'ai le moins d'affect, mais c'est vrai que ce dimanche, il m'a quand même éclaboussé de toute sa classe et j'ai trouvé ça incroyable. Non, je suis d'accord avec toi. Pour le coup, attends, petite erreur technique, j'arrête tout de suite. Excuse-moi, on parle de Mathieu Van Der Poel et des erreurs de technique de la Alpecin et j'ai mon canyon qui décide de se faire la malle. Euh, non, non, mais je suis d'accord avec toi. Enfin, pour le coup, enfin, ce Paris-Roubaix était tellement décousu qu'on a vu le niveau de chacun. Et effectivement, on n'enlève rien à Wout van Aert qui a été juste plus malin, plus chanceux, très très fort. Et il Très faut pas fort, lui les enlever. accélérations qu'il met dans les différents secteurs pavés, il fait mal à Pogacar et il fait mal à tout le reste qui était encore avec eux. Ouais, ouais, il était À ce habité. moment-là. Je pense que comme on dit souvent, il était habité par quelque chose et aujourd'hui rien ne pouvait lui arriver dans tous les cas. Donc tant mieux pour lui. Chez les femmes, puisque faut quand même parler aussi d'une course qui a été très intéressante au niveau des femmes, avec des chutes, des crevaisons, et surtout une journée quasi parfaite pour la Visma, puisque Wout van Aert fait premier chez les hommes avec Christophe Laporte cinquième. Et chez la Visma, on avait chez les femmes volonté de faire quelque chose d'exceptionnel pour Marianne Vos, qui a perdu son papa malheureusement récemment. Donc Pauline Ferrand-Prévot qui a su prendre les devants et essayer d'aider Marianne Vos en plus au mieux qu'elle pouvait dans le final. Et au final, les deux coureuses de la Team Visma Lease Bike se font battre par Francisca Kor de la FDJ United Suez. FDJ United Suez, par contre, qui fait un 2 sur 2 entre le Tour Deuxième des monument. Flandres, exactement, entre le Tour des Flandres et maintenant le Paris-Roubaix. Et par contre, effectivement, Pauline Ferrand-Prévot qui remonte sur la boîte, très contente pour Marianne Vos quand même qui fait deuxième. Un sprint peut-être un tout petit peu mal maîtrisé pardon, chez elle on sait que c'est pas un sprint, on va dire lambda hein, sur le vélodrome de Paris-Roubaix, hein, on s'y connaît bien toi et moi pour le dire. Euh, et au final, je regarde en même temps le classement, Lotte Kopecky qui fait quand même 4, donc on a quand même un top 4 qui est quand même monstrueux au final. Oui. Et un peu plus loin, on a Lorena Vibes qui vient régler un sprint à 2 minutes 20. Pour moi, la SD Works alors, je sais pas comment on peut voir la SD Works. Je vais sortir un peu du paramètre de Paris-Roubaix. La SD Works, à part effectivement le fait de gagner Milan-San Remo grâce à Lotte Kopecky et une tactique fine, je trouve quand même que depuis 2 ans, c'est très compliqué. Mis à part les sprints de Lorena Vibes, j'ai pas l'impression qu'on retrouve la Lotte Kopecky qu'on a eu double championne du monde d'affilée. Et la Visma, effectivement, qui se trouve complètement dans le final. Alors, on sait que Pauline voulait vraiment que Marianne gagne, mais enfin, t'arrives à 3 dans le final, on est d'accord, toi et moi, pour dire bah, que à ce moment-là, c'est à toi d'attaquer, relance, 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 jusqu'à ce que Francesca Cor cale. Surtout que tu sais pas, après 260 km, ah non, pardon, excuse-moi, chez les femmes, après tant de kilomètres, que les forces de chacune, peut-être que Marianne Vos va choper une crampe dans le dernier virage et puis c'est réglé. Ouais. Hum,
Alors ouais, alors déjà Francesca Corr, c'est un petit peu la surprise de ce classement parce que c'est pas la course qu'on attendait, surtout à la première place. Mais bravo à elle parce que je trouve, j'ai revu le résumé complet, le résumé long, euh, et finalement j'ai vraiment l'impression que c'était quand même elle la plus forte sur les différents secteurs pavés et tout ça. Quand elle appuyait, elle arrivait à décrocher Pauline de 3 roues. Pauline qui avait du mal dans les virages des secteurs pavés. Je trouve ça Je te assez étonnant de sa rejoins. part, connaissant son niveau technique. Marianne Vos qui a donné très peu de coups de pédale, mais finalement ça ne lui a pas suffi pour battre l'Allemande au sprint, qui d'ailleurs fait un sprint exceptionnel parce que du coup on dit que les Visma ont loupé leur finale, mais Mm. c'est aussi l'Allemande qui réalise un sprint exceptionnel, c'est-à-dire que au moment où elle commence à déborder Pauline qui lance en premier, qui accélère en premier, je sais pas si elle avait déjà lancé parce que c'était quand même très loin, au moment où elle déborde Pauline, elle est au milieu de la piste, donc elle l'empêche vraiment Marianne Vos de redescendre et de prendre la vitesse à la fin du virage. Et elle s'écarte légèrement pour l'empêcher au maximum de profiter de la pente. C'est un vrai sprint de pistard, hein, d'empêcher la personne à l'extérieur de prendre la vitesse. Et ça l'a fait gagner, donc bravo à elle. Très maligne, très forte aussi sur les secteurs pavés, donc elle mérite amplement sa victoire. Ouais, et puis tu vois, je regardais en même temps que tu échangeais sur le palmarès de Francesca Corr. On a quand même une jeune femme de 26 ans qui, au début de sa carrière chez les U23, était quand même en forme. En passant pro chez Team DSM, elle faisait quand même, lors de sa première année, septième de Paris-Roubaix femmes. Enfin, tu vois, c'est une fille qui a su performer dans des courses de un jour assez tôt. Et quand avance, à un moment, elle a eu une baisse de régime toujours chez Team DSM. Elle fait quand même effectivement des résultats sur les championnats nationaux, mais bon, on part du principe où c'est pas tellement notoire à ce niveau-là. Et par contre, effectivement, elle reste chez la Team DSM post-NL en 2024, elle devient championne nationale. Elle commence à avoir des résultats un peu plus probants, ou en tout cas plus récurrents, d'accord, enfin, plus parlants tout le long de l'année. Et puis après, effectivement, les championnes du monde championne du monde, pardon, championne d'Allemagne en 2025 encore. Donc c'est pour ça qu'elle a arboré ses couleurs de championne d'Allemagne. Je trouve ça génial d'ailleurs pour le cyclisme allemand. On sait que le cyclisme allemand se développe beaucoup chez les femmes, un peu plus rapidement que chez les hommes en ce moment. Donc tant mieux. Ouais. Et cette année, par contre, effectivement, surprise, parce qu'on ne l'attendait pas à ce niveau-là. Mais en même temps, tu vois que quand tu regardes ses résultats, elle fait troisième de la Strade Bianche, cinquième du Omloop Etnieuxblad, huitième du À travers la Flandre, dixième du Ronde. Enfin, tu vois, ça se voyait la montée en puissance, mais effectivement, de là à régler Marianne Vos, alors effectivement, comme tu le dis, et je pense que tu le décris très bien, le sprint est très bien maîtrisé de sa part et peut-être un peu naïf de la part de Marianne Vos. Malheureusement, qui voulait rendre honneur à son papa. En tout cas, je pense qu'il est fier d'elle, quoi qu'il arrive. Une deuxième place sur Paris-Roubaix, c'est pas n'importe quoi. Euh, Maintenant, le reste de saison arrive rapidement, pour les hommes comme pour les femmes. Qu'est-ce que toi tu attends? On sait qu'on là on va arriver sur la période. On parlera peut-être de Paul Sexas un peu plus tard dans la saison si tu veux bien. On va peut-être pas reparler du Tour du Pays Basque pendant une demi-heure. Je pense on aurait beaucoup de choses à dire. Qu'est-ce que tu attends du reste de la saison? Parce que là on va arriver sur les classiques ardennaises, on va arriver sur la Flèche Brabançonne, puis tout de suite l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, donc le quatrième monument de la saison. Après, on a le Tour de Romandie, d'accord? Préparation, on va dire, du Tour d'Italie. Et puis après, le Tour d'Italie. Qu'est-ce que toi, tu attends sur ce prochain mois? Parce que tout ça, c'est sur les 3 prochaines semaines, quasiment. Ouais. Euh, et ben alors j'attends déjà de savoir comment va réagir, c'est pas forcément le terme, Tadej Pogacar, parce qu'on sait que dans tous les cas, il risque fortement de gagner quand même Liège-Bastogne-Liège, il reste le grand favori. Mais est-ce que le fait d'avoir loupé cet objectif majeur, peut-être une saison qui aurait été l'une des saisons les plus historiques de l'histoire, s'il remportait ce Paris-Roubaix, euh, est-ce qu'on risque pas de revoir un Tadej Pogacar qui est un petit peu comme l'année dernière en fin de Tour de France, on sentait un ras-le-bol chez lui, qu'il en avait marre. Euh, je pense que peut-être que ça peut lui mettre un petit coup mental.
d'avoir échoué à remporter ce Paris-Roubaix. Euh, J'attends évidemment de voir Paul Sexas qui, je trouve, enfin, on l'a vu, qui était monstrueux, donc voir comment il va pouvoir rivaliser avec les tout meilleurs. Encore une fois, on sait qu'il rivalise avec les tout meilleurs, mais est-ce qu'il va rivaliser avec Pogacar sur Liège? Je pense que c'est encore un peu trop tôt, mais j'attends de voir ça. Et j'aimerais bien aussi voir une petite victoire sur une classique ardennaise de Kevin Vauquelin. Ouais, alors effectivement, je vais reprendre des points comme toi. Alors, je pense que Tadej Pogacar a l'air d'être déjà remonté sur le vélo pour s'entraîner, donc je pense que il se met peut-être dans une bulle jusqu'à Liège, effectivement, pour pouvoir performer. À la limite, il pourra faire le triplé sur les Ardennaises. Il marquera quand même un record, hein, parce que le dernier à l'avoir fait, c'est Philippe Gilbert. Et s'il y en a bien un qui est capable de le faire, c'est lui. Pour l'instant, je pense que comme tu dis, il va avoir la niaque encore un peu, mais peut-être effectivement fin de Tour de France, tu arrives sur une bonne fin de saison, enfin une bonne partie de saison déjà. Tu vas préparer tes championnats du monde en tant que Tadej Pogacar, parce que tu vas être triple champion du monde d'affilée et rejoindre Peter Sagan. Je pense qu'effectivement, tu risques d'avoir une baisse de régime mental très fort à un moment donné. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être dommage pour cette année, parce que te dire que l'année prochaine, tu dois revenir te repréparer pour Milan-San Remo, alors que tu avais dit que tu voulais peut-être faire une pause parce que bah, tu as toujours ce rêve de gagner les 5 en une année. Ou Ouais. alors, est-ce que tu as une baisse de régime parce que tu dis, bon, bah maintenant, je dois vraiment me concentrer sur Roubaix. Et à ce moment-là, bah, tu changes complètement ton approche de l'entraînement pour l'année prochaine. Donc, beaucoup de questions sur Tadej Pogacar. Je pense aussi, j'ai hâte de voir la réaction de Mathieu Van Der Poel sur le Tour de France et peut-être sur les championnats du monde. On verra s'il y sera. Parce que l'air de rien, effectivement, des beaux résultats. Deuxième sur le Tour des Flandres. Mais à part ça, c'est pas de podium à Paris-Roubaix et pas de podium pour Milan-San Remo. Donc sur les monuments, c'est pas exceptionnel quand même. En tout cas pour les standards de Mathieu Oui. Van Der Poel. Pour ses standards à lui, pour n'importe qui, ça reste quand même. C'est ça. Donc j'ai hâte de voir le rebondissement sur ça. Je veux voir effectivement ce qui se passe à Liège, parce qu'on va avoir Remco, on va avoir Paul Sexas, on va avoir d'autres grands coureurs. On va avoir Benelli qui revient. Et on va avoir Tadej Pogacar effectivement sur la suite. Moi j'ai surtout hâte du Giro. J'ai surtout hâte du Giro parce qu'on va voir Vingegaard au-delà du Tour d'Espagne qui était compliqué pour lui l'année dernière, même s'il le gagne assez aisément, enfin assez aisément, en contrôle en tout cas. Tour de Flandre, Tour de France, deux fois perdu face à Tadej Pogacar. Et je veux le voir en rose. Je veux le voir sur le Giro. C'est une course différente. Je pense que d'ailleurs, c'est une course qui lui convient beaucoup plus en termes de profil qu'un Tour de France ou un Tour d'Espagne. Hmm. Et je veux voir le niveau d'Almeida. Donc, ouais, peut-être le Giro. Ah, et le dernier mot aussi sur ce que j'attends de la suite de la saison, revoir Isaac Del Toro. Parce que là, il est quand même tombé très lourdement sur le Tour des Pays Basques. Je veux voir quel niveau il va afficher. Parce qu'il y a des chances qu'il ne soit pas à Liège pour qu'on le conserve, pour qu'il se prépare au mieux pour le Tour de France. Et si on veut un beau Tour de France avec un double podium chez UAE, parce que je pense que Isaac a les moyens, euh, j'ai hâte de voir dans quel niveau on va être. Pour clôturer ce podcast, puisqu'on a dépassé un petit peu notre envie aujourd'hui, euh, je vais te poser une question pour voir un petit peu sur le prochain épisode la réponse que tu nous apporteras. Euh, qui est le dernier coureur à avoir gagné? Non, attends. Je vais reformuler ma question parce qu'elle n'était pas formulée de cette manière-là dans ma tête. Si, qui est le dernier coureur à avoir gagné plus d'une fois le doublé Tour de Flandre Paris-Roubaix? D'accord? Donc je répète, qui est le dernier coureur à avoir gagné plus d'une fois le Dernier coureur. doublé, le dernier coureur à avoir gagné plus d'une fois Paris-Roubaix et le Tour des Flandres la même année? Ok, D'accord? Avoir fait le doublé dans une même saison, mais pas l'avoir fait qu'une seule fois. D'accord? d'accord. Donc tu devras trouver ça pour le prochain podcast, donc peut-être d'ici une semaine, 15 jours. Et comme ça, on essaiera d'apporter lumière sur cette question trivia. Ça marche.
Bon, en tout cas, merci Clément pour ta disponibilité pour ce podcast. Merci à tous au Déraillé d'avoir participé un petit peu à ce week-end-là. Enfin, on n'a pas fait autant qu'on voulait sur le post Insta, mais on a vu que certains d'entre vous avaient réagi. Donc c'est super sympa, c'est super cool de votre part. On voit que certains commentaires commencent à bouger, des partages. Donc merci beaucoup pour votre présence et puis on vous dit à très bientôt sur le vélo. Salut, à bientôt.